Internet. Et voilà, nous sommes à la fin de cette année 2016. Et comme l'année dernière, je vais vous faire un petit... Il va falloir que je me bouge par contre. Ça va mieux. Bonjour Internet. Donc voilà, c'est la fin de l'année 2016 et comme l'année dernière, je vous ai prévu un petit top 10 des films que j'ai le plus appréciés. Pour rappel, c'est vraiment un top absolument subjectif. Il y a des trucs qui vont vous plaire, d'autres pas. En tout cas, ce sont mes choix. J'ai pas vu tous les films, bien évidemment, cette année. D'ailleurs, il me manque Your Name, qui vient juste de sortir, là. Bref, c'est un top qui concerne des films qui m'ont fait réagir, que j'ai envie de revoir, ou alors que j'ai déjà revu, d'ailleurs, et que j'ai envie de vous partager, parce que parfois, ce sont des films qui n'ont pas eu beaucoup de promotion. Donc voilà, je vais vous faire ça sous forme de vlog cette fois-ci, parce que c'était un peu chiant de le faire comme l'année dernière, en mode YouTube Game. C'est parti, et passons au numéro 10. Numéro 10, The Stranger de Naon Jin. The Strangers est le premier film coréen qui aura dans ce top, qui en comporte 3, attention suspense. The Strangers est assez déroutant. C'est un film qui part dans plein de sens différents, qui est souvent sur la pente casse-gueule de la chose, mais qui souvent se rattrape. Et disons que c'est un film qui, oui, en sortant, on avait tous le moral dans les chaussettes, quoi. Tous ceux qui étaient dans la salle, en plus il a plu. Si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir, faites attention à ces passages-là où il pleut, puisque c'est souvent synonyme de mal dans le film. Et bizarrement, quand on est sorti de la salle, tous les gens qui ont participé à cette projection, eh bien, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Et donc, pour ma part, ça m'a pas du tout sorti du film, bien au contraire. Et je pense que ça a été le but de ce cinéaste, de créer un malaise, de perturber le spectateur qui soit mal, tout simplement. Si je l'ai mis à cette 10e place, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres films qui auraient mérité cette 10e place, mais le cinéma coréen a été tellement inventif cette année, et là où on l'attendait pas, j'ai envie de dire presque comme toujours, mais là ça faisait du bien dans cette année qui est un peu morose en termes de films, qui tourne un peu toujours sur les mêmes genres de films, d'avoir ces trucs-là qui met des petites claques, quoi. Et The Stranger, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est dans un genre type l'enquête policière, qui est le début du film, 2 minutes après, on est dans un tout autre genre de la comédie potache, pour ensuite retomber dans quelque chose de complètement horrifique. Bref, ça balance le spectateur à droite et à gauche au point de vraiment le déstabiliser. Voilà. J'en dis pas plus parce que ça serait spoiler tout ce qui se passe dans ce film. Mais bref, voyez-le. Il est trop bien, The Stranger, et passons au numéro 9. Et pour ce numéro 9, c'est encore un film qui laisse une trace assez indélébile quand on en sort. C'est The Witch, ou The Witch avec 2 V, de Robert Eggers. C'est un premier film, et quelle classe! C'est vraiment la première chose qui frappe dans ce film. C'est-à-dire que, esthétiquement parlant, déjà, ça a de la gueule. Et pour un premier film avec sûrement très peu d'argent, hein, ça se ressent un peu. Il y a un soin apporté à la photographie, au cadre, à la musique, qui sont vraiment les marqueurs d'un cinéaste qui a indéniablement du talent. Si vous l'avez remarqué, j'avais fait pareil pour le numéro 10, là je vous le remets, il y aura la bande-annonce, si vous cliquez sur l'affiche qui est là, sûrement, je vais la mettre là, sûrement. Comme ça je n'ai pas besoin de vous le pitcher, les bandes-annonces le font beaucoup mieux, sachant que moi je suis pas très bon en pitch. C'est le pitch du... Et donc, pour revenir à ce sentiment de malaise que donne ce film à la fin, il faut bien savoir que c'est peut-être le seul vrai film d'horreur ou d'angoisse que j'ai vu cette année et qui m'a fait vraiment flipper. Mais pas une flip du type montagne russe, avec des jumpscares, comme il peut y avoir dans les Conjuring ou autres, mais vraiment quelque chose de viscéral. Et ça passe par le rythme que met Robert Eggers dans son découpage, et l'atmosphère un peu malsaine qui distille au fur et à mesure, qui donc amène des fois à des images absolument horribles. Je pense notamment à quelque chose qui concerne la mer et un corbeau. Voilà, c'est pour ceux qui ont vu le film, pareil, c'est une image un peu perturbante. Blackie, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, est aussi terrifiant pour moi, je sais pas trop pourquoi, mais j'imagine que c'est par la mise en scène que je me suis fait avoir. Bref, The Witch, pour les amateurs du genre, et pas que, c'est à voir absolument, puisqu'on est en présence d'un réalisateur qui vraiment donne envie de voir la suite. Et numéro 8,
pour faire un petit jeu de mots, mais pas que, les 8 salopards de Quentin Tarantino. Alors voilà, pareil, j'ai hésité longtemps avant de le mettre dans ce top, les 8 salopards, mais force est de constater que Quentin Tarantino, il n'y en a qu'un seul. Dans le sens où c'est bien le seul qui arrive à ingurgiter toutes ces références et à la fois à y rendre hommage et en même temps en changeant à sa manière l'atmosphère du truc, quoi. Parce que les 8 salopards, si j'ai eu tant de mal à le mettre dans ce top-là au départ, c'est que c'est indéniable, c'est The Thing de Carpenter, quoi. C'est The Thing de Carpenter, mais mis dans une posture de western, huis clos, beaucoup à parler du whodunit, mais c'est plus vraiment The Thing. Et il reprend aussi tous les thèmes qu'abordait Carpenter dans ce film-là, et notamment ce final très pessimiste sur la nature humaine. Le fétichisme va jusqu'au point où il a pris Ennio Morricone. Bon, on sait qu'il est fan de Ennio Morricone, mais en même temps, qui sait qui n'est pas fan d'Ennio Morricone? Mais là, sur un film qui se base sur un script grandement inspiré de The Thing, voilà, la référence est encore là. Mais en ayant dit tout ça, reste qu'un film de Quentin Tarantino, c'est toujours un plaisir total. En tout cas pour ma part. Certes, il y a des dialogues too much, il y va à fond. Et limite, c'est le contrat qu'on se pose au début d'un film de Quentin Tarantino. On sait qu'on va avoir des dialogues à foison, qu'on va avoir des personnages joués en couleur, qu'on va avoir des hommages de partout. Maintenant, c'est le contrat. Et c'est vrai que passer ce cap-là, c'est indéniable qu'il y a des qualités de partout, que ce soit en termes de photographie, avec l'utilisation du 70 mm, qui est une utilisation absolument bizarre, puisque on pourrait penser que reprendre ce format-là, c'est pour filmer des trucs, une immensité de paysages ou quoi que ce soit. Non, lui, il te fait un huis clos, et finalement, ça sert beaucoup, ce 70 mm, puisque des choses se passent en arrière-plan. Et donc voilà, il y a quelque chose de très ludique, de très jouissif dans les 8 salopards. Il y a aussi ce truc là que Quentin Tarantino fait depuis Inglourious Bastard, il a dit lui-même en interview, j'invente rien, c'est qu'il essaie d'avoir un peu plus une conscience politique dans ses films. Et ici ça se traduit avec quelque chose qui était beaucoup plus d'actualité que ses autres films avant, puisqu'il parle de manière frontale et pas si subtile que ça au final. Il parle de l'Amérique, du peuple américain, parce qu'il base donc son film en post-guerre civile américaine, et avec ça, ça lui permet de montrer toute l'adversité qu'il peut y avoir entre les communautés disparses qu'il y a aux États-Unis, que ce soit les sudistes avec les nordistes, pour faire simple, mais plus largement entre les républicains et les démocrates. Et ce film est sorti avant l'élection de Trump. Ouais, je vais pas en parler, c'est de la politique, on n'est pas là pour ça. Mais c'est marrant comment il a capté une certaine ambiance et qui finalement rend l'élection de Trump très peu surprenante si on tient compte de la vision de ce cinéaste sur son peuple. Enfin bref, je m'égare un peu, comme vous avez pu le remarquer, parce que s'il y a une qualité principale à ce film-là, c'est juste un plaisir de cinéma, et il faut retenir que ça. Et la musique d'Ennio Morricone est énorme, même si à ce qui paraît c'est aussi une reprise d'un de ses anciens scores, mais c'est pas grave, c'est cool quand même. C'était le numéro 8, passons au numéro 7. Et le numéro 7, c'est un autre film coréen, le deuxième, mais quel va être le prochain, on se demande. Et c'est Le Dernier Train pour Busan de Yeon Sang-ho. Le Dernier Train pour Busan, ça a été une surprise pour tout le monde. Il est arrivé à la fin de l'été où il y a eu des blockbusters absolument nazes. Entre Suicide Squad et Ghostbusters, mon cœur balance, voyez-vous. Donc c'est vrai que ça a pris tout le monde par surprise. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui a une rigueur à tous les niveaux. Et surtout une rigueur scénaristique, une rigueur d'écriture de personnages qu'on ne retrouve presque plus en fait dans les blockbusters américains pour la plupart. Là, si le film marche tant et qu'on suit les péripéties avec tant d'émotions, c'est que les personnages ont un vrai poids. Et plus loin que ça, c'est la relation qu'ils entretiennent entre eux qui vraiment porte le film. Parce que oui, on pourrait le vendre comme un film de zombies super fun, mais ça serait peut-être cacher le côté vraiment génial qu'il y a dans l'écriture des personnages.
Parce que en dehors d'être un film de zombies, c'est surtout un pur film d'action dans le sens noble du terme, quoi. C'est un concept, un TGV, des zombies, et il te brasse tout ce qui est possible de faire là-dedans en termes d'action, en termes de cadrage, et d'idées complètement folles. Notamment le passage dans les bagages en rampant. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça, et c'est vrai que c'est génial, il fallait y penser, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Donc voilà, pour tout ça, c'est génial. J'essaye de ne pas en dire trop sur le train pour Busan, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, et ceux qui l'ont pas vu, il faut aller le voir. Et surtout que peut-être que je vais en faire un play-stop. Enfin bref, j'en dis pas plus. Le train pour Busan, c'était mon numéro 7, et c'est génial. Allez le voir, et passons au numéro 6. Et le numéro 6, c'est Midnight Special de Jeff Nichols. Là, ça m'a fait un truc un peu bizarre, pour vous dire. C'est qu'en sortant de la salle, j'étais déçu par le film. Pour rappel, Jeff Nichols, c'est le réalisateur de Mud, c'est le réalisateur de Take Shelter, deux films qui m'avaient absolument cueilli quand je les avais vus, où je me suis dit, bon, ce gars-là, il va nous faire des films énormes, plus sa carrière va avancer. Et quand il a été annoncé que son prochain film, donc Midnight Special, allait concerner la SF, là je me suis dit, ok, il va passer un step, il va passer un palier. Et c'est vrai que finalement, c'est ça qui m'a déçu. C'est-à-dire que il reste dans la droite lignée de ses deux autres films, donc c'est excellent, mais il n'a pas passé encore le passage au-dessus, quoi. Et pourtant, il est génial ce film. C'est-à-dire que quand je l'ai revu, je me suis dit, ouais, non, un film comme ça, il en sort pas tous les 4 matins. C'est absolument subtil, les relations entre les personnages. Il y a toujours ce thème d'un parent avec sa progéniture. Et surtout la relation père, fils, fille, ce qui me permet de mettre Midnight Special en parallèle vraiment de Take Shelter, qui a été la grosse claque qui a fait connaître Jeff Nichols par tout le monde, enfin par tout le monde, en tout cas par ceux qui s'intéressent au cinéma indépendant américain, puisqu'il y a cette mise en scène du mystère qui sait si bien faire Jeff Nichols, qui pendant tout le long fait que les relations entre les personnages ne se passent pas par des dialogues trop lourds ou trop explicatifs, ou alors avec des trucs qui va te dire de trop. Ici, ça se passe beaucoup avec des regards, des gestes, et cette mise en scène du mystère, elle est aussi dans le fait qu'on doute une grande partie du film de ce qu'est ce garçon. Est-ce que c'est vraiment un messie? Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est vraiment le fils de son père? Est-ce qu'il a des véritables pouvoirs? Le film y répond, bien évidemment, donc si vous l'avez pas vu, regardez-le. Mais ça, c'est absolument génial, et il y en a très peu qui le font. Je voulais aussi revenir par rapport à ce film, à la promo qui a été faite en mettant presque aussi gros que le nom du réalisateur, Spielberg. Donc ce film n'est pas produit par Spielberg, c'est un raccourci très rapide de mettre en parallèle Spielberg avec ce film-là, même si Jeff Nichols a avoué que Rencontre du troisième type était une véritable référence, surtout dans le personnage d'Adam Driver, qui ressemble beaucoup à celui de François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Mais je crois que ça s'arrête là. Si un truc qui peut être similaire à Spielberg, c'est peut-être ce côté de réenchanter un univers, je sais pas, et qu'il y a un peu de fantaisie et des personnages écrits. Voilà. À croire qu'il y a vraiment que Spielberg qui a fait ça dans sa vie, pour les critiques ou pour les marketeurs, à savoir. Bref, Midnight Special, c'est un très beau film, c'est une ambiance géniale qui a pour thème le rapport filial et aussi la religion, la croyance. Donc c'est à voir absolument, c'est un film indépendant, mais pas que. Voilà, regardez-le. Cette vidéo est terriblement longue. Et numéro 5, The Nice Guys de Shane Black. Alors The Nice Guys, c'est peut-être le film qui m'a fait le plus rire cette année. Et ça, bon, je m'y attendais un peu, puisque Shane Black, si vous ne le connaissez pas, il a été reconnu à Hollywood au moment où il a écrit le script de L'Arme Fatale. Qui a fait ensuite une flopée de films qui s'en est inspiré totalement. Mais Shane Black reste quand même le dieu vivant de ce genre-là, qui mélange le buddy movie, le film noir, le film d'action et la comédie. Et donc là, dans The Nice Guy, c'est encore une fois un petit bijou d'écriture. On sent bien que les acteurs s'en donnent à cœur joie, et particulièrement Ryan Gosling. J'aurais jamais cru que ce gars-là avait un talent comique comme ça. Franchement, toutes ces scènes sont à mourir de rire. Cet air totalement con dans ses yeux, c'est de la magie.
C'est un peu le Jacques Villeret beau gosse, quoi, si vous voyez. Le concept est un peu chelou. Mais bref, voilà, si je me parle beaucoup du scénario, c'est que en termes de réalisation, c'est un peu bateau, ça fait le job, mais c'est un peu bateau, au point où vraiment, moi, mon fantasme, ça serait un film réalisé par Edgar Wright et scénarisé par Shane Black. Vous imaginez le truc, ça pourrait être le film ultime. Mais reste que voilà, ce scénario-là, en tout cas la manière dont il écrit des dialogues, comment il écrit même des scènes d'action, est là pour toujours surprendre le spectateur d'une façon inattendue, ce qui est un peu un pléonasme quand j'y pense en fait. Et si vous voulez en savoir plus sur cette technique de scénario, je vous renvoie à la vidéo de Nod Writer, qui est absolument excellente concernant le cinéma de Shane Black, et pas que les films qu'il a réalisés, mais aussi ceux qu'il a scénarisés. Et donc voilà, si vous avez des bières sous la main, si vous avez des copains sous la main, regardez The Nice Guys, et c'est sûr que ça va être une soirée absolument cool. Voilà. Et numéro 4, Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda. Bon alors je suis pas un expert en film d'animation, mais j'aime beaucoup ça. Et Mamoru Hosoda, on m'en a parlé plusieurs fois. J'ai raté Le Garçon et la Bête en salle, je me suis rattrapé pas loin après. Et quel chef-d'œuvre! C'est-à-dire que, animation ou pas, c'est en tout cas le plus grand film d'aventure de cette année et peut-être des 5 années dernières. Ouais, on peut pas mettre Mad Max dans le film d'aventure quand même. Et en cela où en fait c'est un film qui est absolument galvanisant, parce que ça se base sur le concept d'avoir deux mondes, le monde réel, celui de tous les jours, et un monde qui est un peu caché, où il y a des aventures absolument fantastiques avec des bêtes. Voilà, il y a un garçon, il y a une bête, voilà, c'est ça le concept. Et tout le film se déroule dans le schéma de maître et élève, qui est un schéma classique du cinéma japonais, mais pas que, et qui, écrit de cette façon, fait vraiment son effet, quoi. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Ce film-là brasse tellement de choses qui sont des plaisirs purs de cinéphile, qu'on ressort de ça presque lessivé, en fait. Tant c'est un film qu'on pourrait qualifier de film monde. De film absolument complet pour le spectateur. Et en quelque sorte, c'est un film qui ravive le merveilleux, en fait. Bon, encore une fois, j'essaie de pas spoiler le film, il faut le voir. Si vous aimez l'animation japonaise, vous l'avez sûrement déjà vu parce que c'est un gros succès. Si vous êtes un peu réticent à ça, s'il y en a un à voir, regardez Le Garçon et la Bête, c'est vraiment facile d'accès, j'ai presque envie de dire, et c'est pas péjoratif. Bien au contraire, c'est que son propos est vraiment très universel. Et si je devais parler un peu de la technique d'animation comparée à d'autres films que j'aurais vus, ce que j'aime chez Mamoru Hosoda, c'est peut-être l'annulation de toutes les ombres. C'est-à-dire que, vous le remarquerez ou pas, les personnages sont peints de manière neutre. Il n'y a pas d'ombre qui vient toutes les 4 secondes montrer la 3D du visage, on va dire. Ce qui, pour moi, me donne vraiment un sentiment de naïveté pure, en quelque sorte. Mais bref, ça se voit que je suis pas expert. Passons à autre chose. Le Garçon et la Bête, c'est génial. Passons au numéro 3. Et numéro 3, mes petits chouchous, les frères Coen avec Ave César. Si je vous parlais en introduction de la vidéo sur Inside Llewyn Davis de Coen mineur, comme un terme absolument galvaudé, qu'on entend partout à chaque fois qu'il y a un film qui sort des frères Coen, eh bien ça a été encore le cas avec Ave César. Et ça peut être compréhensible parce que s'il y a une déception par rapport à ce film-là, petite déception, il est quand même numéro 3 dans ce top, c'est que la porte d'entrée est beaucoup plus cachée. Là où depuis No Country for All Men, il y a toujours quelque chose de très ludique pour le spectateur, pour amener à la réflexion qu'imposent les frères Coen. Là, même si c'est un thème populaire, c'est-à-dire montrer les coulisses du cinéma, les coulisses du cinéma des années 50-40, c'est un peu moins quelque chose de populaire ces temps-ci. S'ils avaient placé leur film dans les années 80-90, ça parlait peut-être un peu plus. Enfin bref, je chipote parce que, encore une fois, comme dans tous les films des frères Coen, il y a des niveaux de lecture successifs qui sont absolument vertigineux. Dans la vidéo sur Inside Llewyn Davis, je vous avais parlé de cette petite chose qui vous fait vous poser une question et qui donc amène à revoir le film pour avoir une réponse qui en fait donne une autre question et ainsi de suite. Ben là, dans Ave César, c'est la même chose. C'est-à-dire que la plupart des choses que j'ai entendues à la sortie de ce film-là, c'est « Ouais, c'est pas mal, mais... Non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. » Voilà, cette réaction-là, c'est un peu la réaction que veut provoquer les frères Coen à chaque fois. Et c'est absolument génial parce que ce film brasse beaucoup plus qu'il n'y paraît.
et les questions qui peuvent se poser à la fin de ce film-là, encore une fois, je spoil pas, mais c'est ce rapport à la religion. Et pourquoi il y a de la religion et de l'autre côté il y a de la politique et en milieu de tout ça il y a du cinéma. Et on le ressent à la fin de ce film-là, c'est pas une dinguerie de trop. C'est vraiment tout calculé. Peut-être qu'un jour je vous donnerai mes interprétations, mais prenez le film comme il est, parce que c'est un film déjà très drôle. Le casting est absolument à tomber, ils s'en donnent tous à cœur joie. Channing Tatum avec sa scène de chorégraphie me fait rire à chaque fois. George Clooney en teubé, il est toujours génial chez les Coen, il fait toujours un teubé qui se prend des claques, et là encore une fois il me fait mourir de rire. Et puis voilà, un frère Coen, c'est toujours génial. Et passons au numéro 2. Et le numéro 2, c'est Green Room de Jérémy Saulnier. Je sais pas si on dit Jérémy Saulnier ou Saulnier. Bon, ça va peut-être être une petite surprise, puisque ce film-là a eu des bonnes critiques en règle générale, mais j'ai pas l'impression qu'il a été beaucoup plébiscité, en fait, qu'en tout cas beaucoup de monde en a parlé. Bon, pour cette fois-ci, je vais peut-être vous faire un mini pitch, même si la bande-annonce donne grave envie de le voir, et voilà, cliquez ici, c'est ça? C'est ici que je le mets? Ouais, c'est ça. Donc, on suit un groupe de punk sans le sou au fin fond des États-Unis. On a l'impression d'être au milieu des États-Unis. Un groupe de punk, donc de jeunes punks qui galèrent grave au niveau fric et tout, et qui donc vont accepter un peu par dépit un dernier concert avant de rentrer chez eux pour se faire un peu d'argent et faire le plein et bouffer un peu. Sauf que ce concert-là va se faire dans l'antre de néo-nazis amateurs de hardcore. Et donc ce qui est génial dans ce film-là, c'est que au moment de partir, ils sont témoins d'un assassinat dans les backstage. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir le papa de cette bande un peu néo-nazi qui va vouloir nettoyer les lieux. Et de l'autre côté, ce groupe de punk qui ne sait pas quoi faire et qui tente de survivre. Alors dans un premier temps, dans ce film-là, j'ai beaucoup aimé l'approche qu'il y a de cette musique-là, de ce milieu-là, du punk. Il n'y a absolument aucun stéréotype. Tous les personnages ont une existence crédible. Parce que souvent, quand on voit un film, même qui est un film basé sur la musique, qui est un film musical, il y a souvent des stéréotypes qui se font. Et là, on a vraiment l'impression de voir une bande de potes qui a monté son groupe de punk et qui essaye de devenir connus, ils savent pas trop et ils se la jouent un peu. D'ailleurs, c'est tout un arc de Green Room que celui de reconnaître pour chacun des membres du groupe leur statut un peu poseur concernant le côté punk, avec notamment cette question qui est posée au début: si vous devez aller sur une île déserte avec un autre groupe, ça serait lequel? Et petit à petit dans le film, on découvre la véritable réponse qui se cache derrière. Donc ça, voilà, l'approche du punk, de cette musique-là est absolument saine et informée, puisque apparemment Jérémy Saulnier a vraisemblablement participé à un groupe de ce genre-là, qui n'a pas marché, un groupe de jeunesse, quoi. Et l'autre chose qui est super intéressante dans Green Room, qui est un thème vraiment de prédilection de Jérémy Saulnier, puisque son ancien film, Blue Ruin, qui avait fait grand bruit dans les festivals et que je vous conseille de voir absolument aussi, son grand thème, c'est la violence. Chez Jérémy Saulnier, quand il y a un mort, quoi. On le ressent, il y a quelque chose de pas beau du tout. Et il y a une espèce de réflexion du coup qui découle de ça sur la violence même des films de son pays, les États-Unis. Des films où un gars il se prend une flèche dans le thorax, il meurt. Alors que dans la réalité, il agonise pendant un certain temps et puis il meurt peut-être. Donc voilà, je vous en dis pas plus, il faut voir ce film-là, il est extrêmement bien écrit, extrêmement bien rythmé. Les péripéties vont de rebondissement en rebondissement. Et d'ailleurs, ces rebondissements-là marchent très bien parce qu'on ne s'y attend pas. Et pourquoi on ne s'y attend pas? Parce que c'est toujours des réactions très réalistes. Au départ, quand je l'avais vu en salle, je trouvais ça un peu bizarre, les réactions qu'avaient les gens dans ce film-là. Alors qu'en fait, si c'est si surprenant et si bizarre, c'est que ce n'est pas ce qui se passe au cinéma habituellement. Là, il n'y a que des réactions qui sont absolument normales, et c'est ça qui marche du coup, qui est assez terrifiant et qui fait courir le récit jusqu'à cette fin absolument iconique. Voilà, allez voir Green Room, c'est mon petit coup de cœur de cette année, et même gros coup de cœur. Vous en serez pas déçus, je l'espère. Et avant le numéro 1, j'avais envie de vous montrer une liste bis, puisque 10 films c'était vraiment trop peu, tant il y a eu de films très intéressants d'autre part.
Donc je vais vous la mettre pour les petits curieux ici même. Vous avez qu'à mettre sur pause pour voir, et ils sont tout aussi recommandables que les 10 autres que je vous ai montrés dans cette vidéo. Je vous laisse avec eux. C'est bon? Et on arrive enfin au numéro 1. Après toutes ces minutes de bavardage intempestif et ce bonnet qui commence à devenir une overdose pour vous, je le sais. Si vous avez bien suivi la vidéo, et notamment ce que j'ai dit au début, le premier film coréen qui y aura dans ce top, qui en comporte 3, attention suspense. C'est quoi le troisième film coréen? C'est bien évidemment Mademoiselle de Park Chan-wook. Alors pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, si je vous ai pas déjà cassé les couilles avec ce film-là, c'est qu'il y a un problème. Ça a été vraiment la grosse claque de cette année, à tous les niveaux, que ça soit dans la confection, que dans ce que ça raconte. Ce qui frappe en premier lieu quand on voit Mademoiselle, que j'ai vu vraiment vierge de tout propos, puisque je l'ai vu au moment où il est passé à Cannes. Il y avait le Gaumont Opéra qui passait en simultané quelques films, et on a été voir le Park Chan-wook, fan de ce gars-là, avec simplement un teaser qui était un peu foutraque, on comprenait pas ce qui allait se passer dans le film. Et ça a été voilà, une grosse claque. La première claque qui arrive dans ta gueule dès le début du film, c'est esthétiquement parlant. Je sais pas s'il y a un autre film cette année qui est aussi beau que Mademoiselle. Que ça soit en termes de photographie, de décor, de costume, ça respire la classe totale, vraiment. Et en plus de ça, et c'est déjà un très grand point, il y a un récit qui est absolument surprenant en fait. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché entièrement, mais c'est peut-être qu'il y a une mécompréhension du cinéma coréen, parce que, encore une fois, Park Chan-wook fait un mélange des genres qui peut parfois être mal compris, notamment en mélangeant l'humour et du thriller et du truc un peu plus gore, même si le gore dans ce film-là, il s'est calmé un peu, à part à la fin. Mais cette structure en 3 parties bien distinctes, appelées partie 1, partie 2, partie 3, est à la fois quelque chose d'absolument classique et de terriblement original. Puisque dans la première partie, on ne comprend pas trop l'aspect génial de Mademoiselle. Il y a une structure très classique d'une servante infiltrée dans cette demeure avec une jeune femme qui a des problèmes, on ne sait pas trop, qui est très mystérieuse. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et puis il y a cette deuxième partie qui arrive comme un coup de tonnerre, et qui retrousse tout le récit du film pour te questionner en tant que spectateur sur ce que tu as cru depuis le début. Et limite, le film aurait pu s'arrêter là, parce que beaucoup de thrillers qui prennent référence Hitchcock en la matière terminent leurs histoires par ce cliffhanger, en fait, ce rebondissement de dernière minute qui te fait changer toute la vision du film. Sauf que là, dans Mademoiselle, il y a une troisième partie, et cette troisième partie est, je pense, la chose la plus précieuse qu'il y a dans Mademoiselle, mais qui ne marche pas sans les 2 autres parties. Cette troisième partie, c'est, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, du pur cinéma poétique en fait. De la poésie visuelle. Peu de dialogue, beaucoup d'images, beaucoup de montage. Des choses qui fait naître des émotions qui sont des émotions de pur cinéma en fait. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que je vais commencer à parler de l'histoire et que ça serait spoiler plein de choses qui sont géniales dans ce film-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir de Mademoiselle, c'est que c'est un film virtuose à tous les domaines. Il y a des moments où on se demande comment Park Chan-wook a eu l'idée de ces mouvements de caméra, tellement ils sont dingues. Je pense notamment à une scène au début du film où le gars explique son plan pour infiltrer cette demeure riche, où t'as Park Chan-wook qui te fait balader cette caméra dans tous les sens, au point où, la deuxième fois où je l'ai vu, comme je ne comprends pas le coréen ni le japonais, désolé, j'essaie de ne pas lire les sous-titres et juste comprendre par l'image en fait, et ça marche totalement. C'est là où on voit un grand cinéaste, c'est quand tu peux couper le son et tu comprends la majorité du film. Donc voilà, vous rajoutez à ça une des BO les plus marquantes de cette année, avec peut-être le Ennio Morricone, mais là il y a vraiment un air qui reste en tête et qui crée des émotions également. Enfin bref, si vous vouliez un film qui est un vrai film de cinéma, un film avec des émotions, un film avec du cul, un film avec une musique à tomber, un film avec une lumière à tomber, un film avec un scénario qui ne fait que te balader dans tous les sens, il faut voir Mademoiselle. Faut absolument le voir. C'est du cinéma. C'est ce que j'appelle du cinéma. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce top 10. Comme vous l'avez compris, c'est quelque chose d'absolument subjectif. Je n'ai fait que parler avec mon cœur durant toute cette vidéo. Encore une fois, je n'ai pas pu voir tous les films de la Terre, hein, bien évidemment.
mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses que vous allez découvrir grâce à ce top, et ça serait finalement la chose dont je serais le plus fier. Si vous pourriez voir un Green Room ou un Mademoiselle, ça serait génial. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je dis plus à très bientôt, je dis plus dans pas longtemps, puisque je sais jamais quand c'est que ça va sortir ces choses-là. Mais en tout cas, c'est clair, à bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, et on se retrouve en 2017. Ciao Internet! Mon top 10.